Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, pas un tutoriel d'1 h 30, hein, pas toutes les semaines. On va faire quelque chose d'assez court. En fait, on va juste voir un nœud expresso. Un nœud expresso que j'ai pas encore montré, il me semble. Et puis, il est quand même assez utile dans certains setups, un setup un peu complexe. Donc, ça peut être intéressant de le connaître, de savoir l'utiliser, de savoir à quoi il sert. Et puis, on verra peut-être si on peut l'utiliser dans quelque chose. Alors, ce nœud, c'est le nœud collision de rayons. Quand on dit ça, collision de rayons, ça fait très science-fiction, parce qu'il y a le mot rayon dedans, collision de rayons. Alors, ça fait un peu peur, disons qu'on se dit, waouh, ça va être un truc vachement compliqué. En fait, non, c'est un nœud qui est super simple. C'est vraiment un truc tout bête. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais ajouter, forcément, comme c'est un nœud expresso, il faut que j'ajoute en fait un tag expresso sur quelque chose. Donc, je vais ajouter un nœud dans la scène, que je vais appeler expresso. Voilà, pour que ce soit clair. Sur ce nœud expresso, je vais y ajouter un tag expresso, forcément. Donc, clic droit, propriété Cinema 4D, tout en bas ici, expresso. Ça m'ouvre ma fenêtre expresso. Je vais dans le Xpool. Et puis, on va aller voir tout de suite ce nœud. Donc, il est dans opérateur système, expresso, généralité, et il se trouve ici, collision de rayons. Je l'ajoute. Tac. Voilà. Ce nœud, qui est assez simple, hein, demande en fait 3 éléments en entrée. Alors si je regarde le petit carré bleu ici, on voit qu'il n'y a rien d'autre que ces 3 éléments là, donc ici il n'y a rien en entrée de plus. Et en sortie, on a ici un port collision, et ici on a d'autres peurs supplémentaires. Donc ici, ce nœud en entrée, on a quoi? Un objet, il va nous demander un objet. Alors il faut que ce soit un objet polygonal, donc il faut rendre éditable l'élément que vous allez utiliser avec ce peur. Donc si c'est par exemple une PowerNURBS, si c'est un truc dans un HyperNURBS, tout ça, il faudra le rendre éditable si vous voulez pouvoir l'utiliser avec ce nœud, parce que ça va utiliser vraiment les polygones. Ensuite, on a besoin ici de point 1 du rayon et point 2 du rayon. En fait, c'est de deux indications de position. Et si je regarde en fait ces peurs-là, en fait, ce sont des vecteurs. Si on fait information sur l'objet, on voit que c'est des vecteurs. Donc c'est juste en fait des éléments dans la scène qui permettent de définir où se trouve le point numéro 1 et où se trouve le point numéro 2. Qu'est-ce que va faire ce nœud? Ce nœud va tracer une ligne imaginaire entre le point 1 et le point 2, une ligne qu'on verra pas, hein. C'est vraiment c'est théorique, c'est juste une ligne imaginaire entre le point 1 et le point 2. Et puis il va regarder si cette ligne imaginaire entre en contact avec l'objet qu'on indique ici. En partant du point 1 et en allant vers le point 2. Donc qu'est-ce que j'ai besoin pour utiliser ce nœud? J'ai besoin d'un objet polygonal, j'ai besoin de deux éléments dans la scène qui vont symboliser le point 1 et le point 2, et c'est tout. Donc on va faire ça, on va ajouter un objet polygonal, je vais ajouter un plan, je ne vais pas mettre beaucoup de segments parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de segments, et je le rends éditable pour que ça soit vraiment un objet polygonal et non pas une primitive. Ensuite, il me faut deux éléments qui vont symboliser, alors j'affiche ça comme ça, qui vont symboliser le point 1 et le point 2. Donc je vais prendre des neutres. Un premier neutre que je vais appeler point 1. J'aurais pu l'appeler autrement. Je vais lui donner la forme d'une étoile, de couleur orange. Alors, activer en orange. Voilà. Je vais le mettre à peu près ici. Peut-être un peu plus grand. Voilà, pour bien le voir. Et ensuite, un deuxième neutre. Alors, j'utilise des neutres, mais ça pourrait être autre chose, hein. Alors que je vais appeler point 2. Pour que ce soit clair, hein. Que je vais aussi lui donner la forme d'une étoile, pareil de 20 cm, et je vais la mettre en bleu. Voilà, pour pas la confondre avec l'autre. Un bleu qui se voit bien. Ouais, là c'est pas mal. Et je vais le mettre un peu plus bas, comme ça. Tac. Donc là j'ai le point 1 et le point 2, et un objet que je vais mettre au-dessus. Je vais aller dans Expresso et je vais relier tout ça.
Ici, alors ici c'est en jaune, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ça veut dire qu'il y a un truc qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Il marche pas que ici j'ai rien relié. Alors forcément, il peut rien sortir, donc il se met en jaune en disant il y a un truc qui cloche. Donc dans objet ici, c'est le plan. Donc j'ajoute le plan. Tac. Faire ça comme ça. C'est un objet polygonal, donc ça devrait fonctionner. Donc ici, objet, il faut que je le relie au plan. À quel port du plan? Ici, c'est le... Je clique sur le petit carré rouge et je vais chercher le port objet. Et je relie objet et objet. Tac. Ici, c'est passé en blanc, ça veut dire que ça fonctionne, mais seulement j'ai pas indiqué les points du rayon. Sauf qu'on peut cliquer là-dessus et puis aller les indiquer ici avec les 3 valeurs de vecteur pour chaque point. Donc c'est pour ça que ça n'est plus en jaune, parce que là, ça indique que le point 1 est en 0, 0, 0 et le point 2 est en 0, 0, 0 par défaut. C'est parce que je veux, donc ici je vais ajouter le point 1, tac, et je vais relier ici le port point du rayon aux coordonnées de position globale de ce point 1. Donc petit carré rouge, coordonnées, position globale, et je relie ça au point 1. Et je fais pareil avec le point 2. Donc j'ajoute le point 2, tac, j'agrandis un petit peu sa fenêtre. Ici, je vais chercher coordonnées, position globale, voilà, et je relie ça au point 2 du rayon. Je remets tout à la bonne dimension. Voilà, on ajuste un petit peu, histoire que ça se fasse propre. Un truc comme ça, c'est génial, regardez-moi ça, c'est super. Ensuite, ça, on va le décaler un peu comme ça. Et ici, qu'est-ce qui est en sortie? Ce nœud sort par le port collision, donc le port ici en sortie, une valeur booléenne. Une valeur booléenne, c'est-à-dire soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit c'est 0, soit c'est 1. C'est ouvert ou fermé. En gros, c'est ça l'idée. Donc une valeur booléenne qui sera dans ce cas présent vrai ou faux. Et donc cette valeur booléenne indique simplement est-ce que la ligne tracée entre le point 1 et le point 2, cette ligne imaginaire, est-ce qu'elle traverse l'objet plan, tout bêtement. Donc ici, la ligne entre le point 1 qui est là et le point 2 qui est là, donc qui part d'ici et qui descend comme ça hein, jusque là, en ligne droite, est-ce que cette ligne traverse cet objet? Ici, en l'occurrence, elle traverse effectivement l'objet, donc ici, dans collision, je vais avoir une valeur vraie qui va sortir. On va voir ça tout de suite. Je vais ajouter un nœud résultat qui permet d'afficher ce qui sort par les ports, voilà. Je le sélectionne sur le nœud résultat, je lui demande de m'afficher une valeur booléenne, donc soit c'est oui, soit c'est non, et je relie aux collisions. Tac. Ici, on voit que c'est true qui est indiqué, c'est-à-dire vrai. Ça veut dire que effectivement, ici, le nœud sait que nous indique que la ligne imaginaire entre le point 1 et le point 2 qui va du point 1 vers le point 2 traverse effectivement le plan qui est indiqué ici. Si je déplace le plan de manière à ce qu'il ne soit plus en fait traversé par cette ligne, donc je le sélectionne ce plan et je le déplace en dehors, tac, ici on passe à false, c'est-à-dire faux, et donc le nœud nous indique que la ligne ne traverse pas l'objet polygonal. C'est tout bête, ça sert juste à ça. En fait non, ça sert pas que juste à ça, mais ça c'est l'utilisation de base du nœud. Voilà, soit ça traverse pas. Donc une valeur qui nous indique, une valeur booléenne qui nous indique si une ligne imaginaire traverse un élément. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire beaucoup de choses. Surtout que ce nœud a d'autres choses. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça. L'agrandir un petit peu en hauteur. Parce que ici, on a vu le port collision qui nous indique ça. Mais ici, il y a d'autres peurs. Ces autres peurs, pour être utilisés, pour qu'ils sortent une valeur qui est correcte par rapport à ce que fait ce port, il faut qu'on change quelque chose. On sélectionne le collision de rayon et on va dans ses propriétés. Et ici, on a un paramètre testé.
qui est coché. C'est-à-dire que par défaut, la seule chose que fait ce nœud, c'est vérifier, tester si l'objet paramétrique qui est ici, pas paramétrique, polygonal qui est ici, est traversé par cette ligne imaginaire entre les deux points. Il fait que ça. Si je décoche ça, tac, je peux utiliser maintenant les autres peurs qui sont ici. Et il ne va pas seulement tester si l'objet polygonal est traversé par la ligne imaginaire, mais il va nous donner d'autres informations. Quelles sont ces autres informations? On regarde ça tout de suite. D'abord, il y a la distance. Tac. Donc, il faut bien penser à décocher ça si vous voulez utiliser les autres peurs. Hein. Sinon, ça va vous sortir des valeurs qui n'auront pas de sens parce que ça fonctionnera pas. Je vais ajouter un résultat. Tac. Dans la distance, c'est un réel qui sort. Dans le résultat, par défaut, c'est un réel. Donc, ça fonctionne. J'ajoute ça. Tac. Voilà. Ici, la ligne est effectivement en train de traverser le plan. Donc, on va s'arranger pour que je puisse actualiser. J'actualise. Voilà. Et là, ça nous indique en fait une valeur réelle. Cette valeur, c'est la distance entre le point 1 et l'objet, ou plutôt le point d'impact sur l'objet, en fonction de la ligne qui est tracée. C'est-à-dire que d'ici jusque là où il y a effectivement le point d'impact, la distance qui est entre ces deux positions dans la scène, elle est indiquée ici. Ça nous donne la distance en fait entre le point numéro 1 et le point d'impact sur l'objet polygonal. Alors, c'est pas toujours une ligne droite. Hein. Le point 1 peut tout à fait être déplacé comme ça, et dans ce cas-là, ici, c'est plus ou moins long, en fait, en fonction justement de la position du point. Si ici, la ligne a fait comme ça, elle ne traverse plus du tout le plan, donc ici, j'arrive à moins 1. Moins 1, ça veut dire qu'il n'y a pas en fait de distance, puisqu'il n'y a pas de collision. Si je refais une collision, je ramène de nouveau ça, tac, ici, la distance entre ce point et la zone de collision, le point d'impact de collision, est indiqué ici. Donc je peux connaître donc la distance entre le point numéro 1 et le point d'impact. C'est bien entre le point numéro 1, c'est pas le point numéro 2, lui on s'en sert pas. Lui il sert juste à indiquer où est-ce que ça se termine. Donc la direction en fait dans laquelle ça va. C'est vraiment le point 1 qui est important ici. Donc ici je peux obtenir donc une distance, ça peut être très utile. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai la position du choc. Tac. Très intéressant. La position du choc, ça nous sort un vecteur. C'est en fait la position dans la scène où l'impact a lieu. C'est-à-dire que quand il y a un impact, comme quand ici c'est effectivement une valeur vraie, le point d'impact est retrouvé en fait sur le plan, sur l'objet polygonal, et ici sa position sous forme de vecteur est indiquée. Alors, on va aller chercher un autre résultat. Tac. Ce résultat, on va le passer en mode vecteur. On va afficher un vecteur et je relie les deux. Paf. On va mettre ça à la bonne dimension. Voilà. Ça m'indique en fait où est l'impact. Où se situe l'impact. Donc là, cette partie à peu près là, il doit être à peu près ici. C'est cette position-là. C'est intéressant aussi parce que ça veut dire que l'on peut positionner quelque chose à la position d'impact entre l'objet polygonal et la ligne tracée entre le point et le point 2. Donc j'ai la distance, je sais s'il y a un impact ou pas, et je sais où se situe cet impact. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Ici, on va voir, toujours dans les nœuds de sortie, on a ici indice de face. Indice de face, en fait, c'est le numéro d'index du polygone qui est percuté par la ligne imaginaire. Le numéro d'index du polygone sur l'objet polygonal qu'on a indiqué ici. C'est-à-dire que sur notre objet polygonal, chaque polygone a un numéro.
chaque petit polygone a un numéro que l'on peut d'ailleurs voir si on va ici dans structure. Alors moi je l'ai mis là, mais normalement il faut aller dans fenêtre et ici afficher. Normalement c'est c'était là je crois. J'utilise jamais comme ça. Non, c'est pas ça. Structure, c'est où structure? Là, gestionnaire de structure. Tac. Gestionnaire de structure, moi je l'ai mis là en onglet. Je crois qu'il n'est pas là par défaut. Et donc ici on voit ici chaque polygone ont des positions et des numéros ici d'index de 0 à 14 dans ce cas-là parce que ici il y a 15 polygones. Et donc le numéro du polygone qui va subir l'impact va être indiqué en sortie de ce port. Donc j'ajoute ici un résultat, tac. Ça sert en fait à un entier, donc ici, tant qu'à faire, je vais aller chercher un entier, ça marchera aussi avec réel, et je vais chercher un entier, et puis ici, je relis, paf, ça m'indique que c'est le numéro 7. Donc c'est le polygone numéro 7 qui est ici, celui-là. C'est ce polygone-là, est-ce qu'on peut le voir en surbrillance quand je fais ça? Je crois pas. Comment je peux le voir en surbrillance? C'est ce point-là. Non, c'est parce que là je suis sorti sur les points, c'est pas ce que je veux. Ah bah oui, je suis en mode point, je suis pas en mode, je suis pas dans le bon mode. Polygone, voilà. Polygone et le numéro 7 qui est ici. Je devrais pouvoir, voilà, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui qui est traversé par la ligne imaginaire et donc le numéro 7 c'est bien effectivement celui-ci. Si je déplace, tac, ce neutre, on peut sélectionner ce neutre, merci. Si je le déplace là, et puis je vais déplacer aussi un peu celui-là, puis le déplacer un peu comme ça. Là, normalement, c'est pas le même qui est percuté. Ici, ça m'indique bien que c'est pas le même, c'est le numéro 23 qui est percuté. Donc, je peux resélectionner le plan, je repasse en mode polygone. Je regarde le numéro 23. Ah oui, j'en ai beaucoup plus que 15. Celui-ci, voilà, c'est celui-ci qui est percuté. La ligne a fait comme ça, tac. Comme ça, et donc il doit percuter là juste sur le bord, à mon avis. Je pense. À peu près. Ça fait une diagonale comme ça, tac. Et donc ça passe par ce polygone-là. Donc ici, je peux connaître en fait quel polygone est percuté. Je repasse en mode point, je repasse en mode normal, voilà. Est percuté par par la ligne imaginaire tracée entre le point 1 et le point 2. Ça c'est super, j'ai un truc de plus. C'est super parce qu'en fait, comme je connais le numéro d'index du polygone, ça me permet par exemple d'utiliser ce truc-là, ce nœud-là qu'on a déjà vu, où il faut justement indiquer un objet, donc ici ce serait le plan, et un indice de polygone, et donc l'indice de polygone, bah, c'est celui-là, c'est ce qui sort par là. Donc, et après, ça me permettrait d'utiliser tous ces trucs-là, donc connaître les indices des points, par exemple, la normale du polygone, le centre du polygone, etc. Et donc de faire d'autres choses, d'autres setups un peu plus complexes. Donc là, j'ai l'indice de la face, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ici, j'ai face arrière. Tac. Ce port-là indique simplement si, au moment où la ligne percute le plan, ici l'objet polygonal, si ça percute l'objet depuis le devant ou depuis l'arrière. Parce que chaque polygone a un devant et un arrière, qu'on peut voir ici quand on passe en mode polygone. Si je sélectionne les polygones, alors, tac, je sélectionne les polygones, on voit qu'ils sont en jaune, orangé quand c'est le devant, et le derrière est en bleu un peu foncé comme ça, orange et bleu. Et donc, ici, si c'est percuté sur la face orangée, en face arrière, ici ça sort une valeur 0. Je vais prendre un autre résultat. C'est une valeur booléenne qui sort par ici, un booléenne. Donc le résultat ici, je vais le passer en mode booléen. Je le relis ici. Paf, ici ça indique faux, c'est-à-dire que ici, c'est effectivement pas la face arrière qui est percutée par la ligne. La ligne ne va pas du point 2 vers le point 1, mais du point 1 vers le point 2. Donc ici, c'est la partie orange qui est percutée. Si j'inverse les deux points, si ce point-là, je le mets en dessous, et que le point 2, je le mets au-dessus,
Paf, ça fait l'inverse. Ici, il y a toujours un impact. On a toujours la distance, la position du point d'impact, le numéro du polygone qui subit l'impact. Et ici, c'est indiqué vrai parce qu'en fait, ça part bien du point 1 qui est ici et ça traverse effectivement en premier la partie ici qui est en bleu. Tac. Donc c'est une face arrière du polygone. Je vais remettre les points dans le bon sens. Tac. Comme ça. Comme ça. Et donc ça m'indique si c'est une face arrière ou pas qui est percutée en premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il reste en fait deux peurs. Normal de face et normal de lissage. Ces deux peurs ont à peu près la même utilité. C'est-à-dire qu'en fait, ici, qu'est-ce qui sort? C'est une normale. La normale, c'est le sens dans lequel le polygone est tourné. Les normales, on peut les afficher. Alors normalement, pour les afficher, si je me trompe pas, c'était où? Édition. Alors forcément, c'est pas des choses qu'on va chercher souvent. Normalement, c'est où? Les normales. Ils sont affichés normalement dans les options ici, configurer. Et puis là, normal. Je peux cocher ça et normalement, quand je sélectionne le plan, voilà. Les petits traits en blanc ici indiquent le sens dans lequel sont tournés les polygones. Donc ici, ils sont du côté orange, puisque c'est tourné du côté orange, et ça indique en fait la direction dans laquelle le polygone pointe. Si le polygone est un peu courbé, par exemple, et puis la normale va indiquer en fait dans quel sens c'est. C'est-à-dire que quand on fait une extrusion sur un de ces polygones, l'extrusion suit par défaut cette ligne. Et cette ligne-là, ce sont les normales. C'est les normales, et cette normale, on la récupère par ce port-là. Donc c'est ici pareil, une indication spécifique normale. Donc je pense pas pouvoir mettre un résultat dessus parce que c'est une valeur normale, donc c'est une indication de normale. Je pense pas que ça s'affiche dans un résultat. J'ai pas testé, mais je pense pas. Je vais les retirer, les normales, parce que ça me gêne généralement. Tac, voilà. Et en fait ici, la normale de lissage, c'est pareil, c'est une normale aussi, mais c'est pas la normale du polygone, en fait, oui et non, mais c'est la normale en fonction du tag de lissage qui est ajouté, c'est-à-dire en fonction du lissage supplémentaire, le lissage fond. Donc c'est une indication de plus pour dire dans quel sens en fait le polygone doit être arrondi en quelque sorte. Donc ici on a tous ces ports là, et tous ces ports là on peut s'en servir pour faire des petits setups. Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc avec ça? On va faire juste un petit truc tout bête. On pourrait faire beaucoup de choses. Ici, on va faire un truc assez simple. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu mes notes. Pas me tromper. Parce qu'il y a quand même plusieurs objets. Oui, alors on va faire juste une petite animation. Enfin, une animation, un petit effet. C'est même pas un effet, c'est juste utiliser le nœud, en fait, sur quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sphère. Cette sphère, je vais la passer alors en hexaèdre. En hexaèdre, ça va être bien. De toute façon, elle sera pas rendue, donc je pourrais même à la limite peut-être la mettre en icosaèdre. Comme ça, en fait, on aurait... Non, je vais laisser hexaèdre. Cette sphère, on va la cacher de toute façon, mais je la rends éditable. Donc je la rends éditable. Tac. C'est elle qui va être notre objet en fait de collision. C'est sur elle qu'on va vérifier s'il y a effectivement une collision ou pas. Il y aura toujours une collision parce qu'en fait on va mettre un des deux points à l'intérieur de la sphère et le deuxième point à l'extérieur. Donc j'ai besoin de deux neutres. On va les appeler A et B. A et B. Parfait. A et B. Le neutre A, il va être à l'extérieur. Je le décale comme ça.
Et le nœud B, on le laisse bien au centre de la sphère. On va même le mettre en fond de la sphère, tant qu'à faire peut-être. Non. Non, je le laisser... Oui, on va le mettre au centre. Voilà, comme ça on est bien sûr. Le nœud A, je vais le mettre en fond aussi du nœud B. Donc quand je déplace en fait la rotation du nœud B, le nœud A va bouger aussi. Pour bien le repérer, le nœud A, on va lui donner une forme. On va le mettre sous forme d'un cube. Voilà, un cube, et on va colorer ce cube en vert. Voilà, un vert bien visible, ça serait chouette. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ça ressort bien. Donc ici, si je bouge la rotation en fait de B, tac, on voit que le nœud A bouge aussi. Super. Parfait. Je peux réafficher peut-être l'ombrage de gros. Merci. Voilà. Ensuite, ça c'est bien. On va pouvoir donc utiliser notre nœud. Je vais l'ajouter sur un neutre que j'ai appelé Expresso. Expresso. On ajoute dessus le tag Expresso. Voilà, ça m'ouvre ma fenêtre. J'ajoute dedans, donc ici, la collision de rayons. J'ai besoin donc comme objet donc de la sphère. J'ajoute la sphère. Tac. Je la relie ici par objet. Le point 1 et le point 2. Alors le point 1 c'est le A, le point 2 c'est le B. Donc point 1 c'est relié aux coordonnées position globale, et point 2 c'est relié aux coordonnées position globale, Je remets ça à la bonne dimension, on va faire ça comme ça, proprement. C'est génial. Tout est parfait. Voilà. Je sélectionne la collision de rayon, je vais aller décocher ici tester. Parce que je ne veux pas utiliser que la collision, je vais tester. Je vais utiliser aussi la position en fait d'impact. Donc j'ajoute ici, tac, position du choc. On va mettre ça un petit peu plus grand. Parfait. Et donc ici j'ai une valeur qui m'indique s'il y a une collision, et ici j'ai une valeur, un vecteur qui m'indique où se situe la collision. Donc la collision entre ce point-là et le centre de la sphère, puisque le point B est au centre de la sphère. C'est chouette. Le point B, on peut le faire tourner dans tous les sens. Donc je peux le sélectionner, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, j'ajoute un tag de vibration. Voilà, tag de vibration, je l'agrandis un petit peu, je ferme ça, j'agrandis un peu ici. Donc je sélectionne bien le tag de vibration, je vais lui demander de modifier la rotation de 360 degrés, donc ça tourne dans tous les sens, dans toutes les directions, et assez lentement, on va dire 0.5. On regarde ce que ça donne. Plus de frames s'il vous plaît. Merci. Je fais lecture et ça tourne effectivement. Alors un peu trop vite. On va mettre 0.2. 0.1. Voilà. Ça tourne lentement. C'est parfait. Et donc ici on a donc, je remets à 0, tac. On a donc notre point A qui tourne autour de la sphère. Et donc le point d'impact bouge tout le temps à la surface de la sphère. Ouais, à quoi ça va me servir ça? Ça va me servir parce que je peux mettre ce que je veux à la position de ce point d'impact. Par exemple, on peut tout à fait mettre un effecteur. On peut mettre un effecteur, et puis cet effecteur peut avoir un effet peut-être sur des clones qui seraient clonés à la surface de la sphère. Par exemple, on va prendre par exemple des sphères. On va les faire toutes petites, ces sphères. 20. Ça donne quoi 20 10, 15, 16. J'aime bien quand c'est pair. 16, voilà. On va mettre ça dans un cloneur, la petite sphère dans le cloneur. Le cloneur, on va lui dire, tu vas me cloner cette sphère sur un objet. Sur quel objet? Sur la grande sphère. Tac. La grande sphère, d'ailleurs, on peut la cacher totalement. Alors voilà, ici, toutes les petites sphères sont clonées. Je peux lui dire, tu vas me les cloner peut-être au centre polygonal, c'est peut-être mieux, ou alors sur les arêtes. Sur les arêtes, c'est pas mal.
On va lui demander de faire la sphère plus petite finalement, 10. Encore plus petite, 8. 8. Ah, 8. J'aurais pas dû mettre une hexaèdre en fait. On va peut-être changer ça. Cette sphère, la petite sphère déjà, ici, 12 segments. On va réduire les segments, même mettre 6 parce que de toute façon on laisse sphère parfaite ici, donc c'est bien. La grande sphère ici, je vais la modifier. Tac, je vais en faire une neuve. Refaire une neuve que je vais mettre en icosaèdre pour remplacer. Voilà, remplacer. Donc ça va ici. Celle-là, on la vire. Celle-là, donc je la cache. Voilà. Le cloneur, on dit que c'est cette sphère-là qui est utilisée. Donc on peut lui dire au point d'ancrage, ça va peut-être mieux maintenant. Ouais. Et donc ici, dans notre expresso, c'est plus cet objet-là, c'est cet objet-là. Tac. Comme ça, je réajuste bien comme il faut. Voilà, parce que, en fait, ça, c'est plus régulier. Donc ici, je peux peut-être remettre ça à 10. Si je mets 12. Ah. Tac. Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Donc ici, j'ai plein de petites sphères qui sont clonées sur une grande sphère. Et j'ai mon petit setup ici qui est fait. Ici, position du choc, donc je connais où est-ce que l'impact a lieu. Je vais donc ajouter sur ce cloneur un effecteur. Effecteur simple par exemple. L'effecteur simple, je vais le passer ici en mode d'atténuation de type sphère. Je vais le faire tout petit, cet effecteur, un peu plus petit, comme ça. Cet effecteur, je vais lui demander, dans ses paramètres, de changer la position, non pas Y, mais la position Z de 50 cm, par exemple. Et où est-ce que cet effecteur, je veux qu'il soit? En fait, je veux qu'il soit à la position d'impact entre le rayon et la grande sphère. Donc je vais dans Expresso, j'ajoute mon effecteur ici, et je vais aller chercher sa position globale, coordonnées position globale, et je vais relier ça sur la position du choc. Tac. Je vérifie que c'est bien activé, oui. Et donc ici, on actualise, tac. Ici, l'effecteur se déplace à la surface de la sphère qui est transparente, qui est invisible, et il a un effet donc sur les petites sphères. On peut peut-être le cacher, cet effecteur, voilà, c'est mieux. Et donc les petites sphères ont un déplacement sur l'axe Z qui varie en fait en fonction du passage de cet effecteur. Ouais, c'est pas mal. Tac. On va... Ici, je vais laisser ça, mais sauf que ici, je vais demander à ce que ça bouge un peu plus vite quand même. 0.2. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça passe mieux. C'est sympa, mais je peux encore ajouter un autre truc. Par exemple, sur le cloneur, je vais ajouter un effecteur délai. Effecteur délai. Avec ici en mode, dans ses propriétés d'effecteur en mode élasticité, je booste ça à 70 et quelques. Sur la position de l'échelle de la rotation, et puis normalement, ça fait un petit effet un peu plus sympa. Voilà, comme ça. Génial. Donc là, on a fait un petit truc tout bête, juste avec ce nœud collision de rayons. C'est-à-dire que la collision a lieu sur la sphère, elle change de position, on récupère où est-ce que la collision se fait, et on place notre effecteur dessus. Et donc juste en faisant ça, vous voyez qu'ici on a un petit effet. Ça c'est un des exemples, j'aurais pu en faire d'autres, mais après ça fait des tutos trop longs. Par exemple, on aurait très bien pu imaginer par exemple un sabre laser. Vous mettez le point A du sabre laser à la base, à la garde du sabre, le point B à l'autre bout du laser, et puis quand le sabre laser entre en contact avec un objet, forcément il y a un impact. Sur cet élément d'impact, vous mettez en fait vous y calez un effecteur, un émetteur de particules,
avec peut-être un peu de gravité, un peu de vent, des choses comme ça, qui émet des particules quand il y a collision seulement. Et donc, rien qu'en faisant ça, vous avez en fait un sabre laser qui tranche, par exemple, une plaque de métal en faisant des étincelles. Tout bêtement. Ça serait tout bête à faire. Juste le point A et le point B pour définir en fait la zone dangereuse du sabre. Et puis sur le ici sur la position du choc, vous y calez en fait un émetteur de particules. Alors soit un émetteur de particules basique, soit un émetteur de particules thinking particles. Je mettrai peut-être un exemple comme ça dans les bonus de la vidéo. Donc un émetteur de particules thinking particles qui émet des particules qui font des étincelles au moment où le sable tranche en fait une poutre métallique par exemple. On aurait pu aussi utiliser ça pour gérer en fait le déplacement d'un objet dans la scène. Vous connaissez tous, je suppose, ces aspirateurs automatiques, ces petits robots qui se déplacent tout seuls, qui se rechargent et puis qui se déplacent dans une pièce par exemple en passant l'aspirateur partout. Ces appareils généralement détectent les beurres, détectent les marches, les trous, afin d'éviter de tomber. Et donc, on peut tout à fait imaginer un objet dans la scène qui aurait par exemple une ou deux ou même trois petits setup collision de rayons dans toutes les directions par exemple, qui permettrait juste de savoir s'il y a quelque chose en dessous ou à côté de l'élément. Et en fonction de est-ce qu'il y a eu une collision ou pas, de déplacer peut-être l'élément, l'objet, dans une direction ou dans une autre. Par exemple, on peut imaginer un petit robot très schématique qui se déplacerait sur un plan, et quand il arrive au bord du plan, comme il n'y a plus de collision, parce qu'il se déplace avec le point A et le point B avec lui, comme il n'y a plus de collision, il sait qu'il y a du vide, et comme il y a du vide, il va peut-être lancer par exemple un autre setup qui va lui dire de tourner peut-être de 90 degrés dans un sens et aller dans une autre direction. C'est un exemple. Ensuite, on peut imaginer d'autres choses, des petits trucs avec homographe, des trucs assez simples ou des trucs plus compliqués. Alors après, il y a des setups qui sont sans doute plus complexes que d'autres, mais ce nœud-là permet de faire pas mal de choses. C'est la collision de rayons, c'est un petit nœud expresso que je voulais montrer, et puis vous voyez que ici, rien que avec le petit setup, on fait des petits effets comme ça. Alors là, j'ai utilisé juste des petites sphères, mais on pourrait tout à fait se dire, à la place de mettre des sphères ici, je vais mettre par exemple des neutres. Tac, je vire les sphères. Comme ça, maintenant, ce sont des neutres qui se déplacent. Et puis, ces neutres, je les sélectionne et puis je mets un traceur dessus. Tac. Donc, dans le traceur, je le mets en mode connecter les éléments. Voilà. Et quand j'actualise, en fait, ici, ça va me tracer. Alors, une Bézier naturelle. Voilà. Je vérifie. Alors, non, c'est pas le nœud qu'il faut mettre, c'est le cloneur. Donc ici, c'est pas le nœud que je mets, c'est le cloneur. Tac. Voilà. Ça trace en fait, vous voyez, des splines qui vont donc se déplacer comme ça, en fonction de où se trouve la collision, où se trouve l'effecteur. Et puis ça, je peux tout à fait le tracer après avec soit Sketch and Toon, soit mettre ça dans peut-être ici une extrusion contre les nerves, un truc comme ça. Et puis on va mettre un cercle d'1 centimètre. Donc, en naturel, 4. On va mettre ça ici, paf, comme ça. Le traceur ici, on va mettre 4 aussi, plutôt 6, pas mal. Et puis là, vous voyez qu'avec 3 fois rien, on fait des petits effets comme ça, plus ou moins abstraits, plus ou moins intéressants, avec un petit setup vraiment très basique, très simple. C'est des petites choses comme ça qu'on peut faire dans Cinema 4D avec Expresso très rapidement. Et généralement, c'est la base d'effets plus compliqués. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait envisager ce truc-là avec, par exemple, des metaballs à la place d'utiliser une extrusion contre les NURBS. On pourrait tout à fait imaginer ça non pas sur une sphère comme objet de collision ici, mais par exemple peut-être un objet terrain. Et puis se déplacer au-dessus de l'objet terrain avec
donc des effets comme ça de spleen qui se déplacent, qui ondulent, etc. Donc ça c'était un petit tutoriel de la semaine, assez simple pour s'en remettre un petit peu du tutoriel d'1 h 30 de la semaine dernière. Quoique là il fait quand même 40 minutes ce tuto. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur CinemaCAD. Je rajouterai en fait cette scène-là en bonus dans le blog, cette scène CinemaCAD en bonus sur le blog à télécharger. J'ajouterai peut-être aussi l'effet que je disais avec les sabres laser par exemple. Je vais faire un petit truc et puis comme ça j'ajouterai ça, comme ça vous pourrez télécharger pour avoir un deuxième exemple de ce que l'on peut faire avec la collision de rayons. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.